Quand on crée une entreprise, on commence par la forme juridique, SAS, SARL. Comment toi, tu arrives à orienter tes clients entre la SAS et la SARL? Qu'est-ce qui fait la différence quand tu les orientes? Tu prends ton net, tu fais à peu près x 42%, tu as le coût total pour ta boîte quand tu es en SARL. Pour la SAS, tu fais la même chose, le net, mais là tu fais x 75%. En tant qu'entrepreneur, on doit quand même se poser la question de donner les cotisations sociales à cet État français. Parce que ce qui est important aussi quand tu crées ta boîte, c'est la philosophie qu'il y a derrière. Ouais. C'est quel type d'entrepreneur tu es et quel rapport au risque tu as. Mais je leur dis tous, mais vous faites une énorme connerie. Pour 100 000 € de budget entre la SAS et la SARL, mais choisissez la SARL, vous cotisez pour votre retraite et vous avez plus en net dans votre poche. Aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale, on va parler de comment créer son entreprise en 2026 et quel est le meilleur choix de statut à faire en fonction de sa situation. Et pour ça, je suis avec Laura Belaïch aujourd'hui, experte comptable de son propre cabinet. Et j'ai envie d'en discuter avec elle parce que je pense que tu vas nous apporter beaucoup de valeur dans ce podcast. Avant ça, bien sûr, pour qu'on en sache plus sur toi, je te laisse très rapidement te présenter, Laura. Ok, et déjà merci de me recevoir. Je suis ravie d'être avec toi. Moi aussi. Je m'appelle Laura Belaïch, je suis expert comptable. Je dirige le cabinet Motech Expertise, axé sur la modernité et la technique. On croit à la digitalisation, on croit à l'optimisation de certaines tâches pour justement mettre le conseil au centre des échanges. Donc c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Tu as toujours été expert comptable? Faut le temps de le devenir, hein, ça Ouais. met 8 ans. Mais avant ça, est-ce que tu faisais autre chose? Il y en a qui se reconvertissent, c'est pour ça que je pose la question. J'ai fait 2 ans de droit. 2 ans de droit. Une année, j'ai validé le 2e semestre. Après, sur cette 2e année, j'ai pris en maturité, on va dire. Et à un moment, je me suis réveillée, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Et bizarrement, j'ai pensé à la compta parce que ça réunissait plein de boulot, plein de verticales. Tu vois, tu as du juridique, tu as du social. Il y a un côté business qui m'intéressait beaucoup. Première année de DCG, donc la licence, je me suis dit je sortirai de là expert comptable. Et 1 année, 2 années, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, c'est long. Et je suis là. Bon, expert comptable, donc tu as le bon statut normalement pour répondre à mes questions sur le statut du chef d'entreprise, donc ça va me faire plaisir. Donc déjà, quand on veut créer son entreprise, on se positionne en 2026 forcément parce que le podcast va sortir en 2026, mais là on est fin 2025 pour ceux qui nous écoutent. Quand on veut créer son entreprise, de notre côté, aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de quelqu'un quand il vient te voir pour qu'il te pose les bonnes questions pour que tu puisses l'aider dans sa création d'entreprise? Est-ce que c'est un business plan? On dit toujours le fameux business plan, mais est-ce que c'est un business plan que tu attends ou est-ce que c'est beaucoup plus? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Bien sûr. L'idée déjà, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que mon entreprise, est-ce que la mission, sa vocation, le produit qui est vendu, il répond à un besoin important et urgent? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que quelqu'un va m'acheter? Que ce soit de niche, que ce soit général, mais est-ce qu'il y a un marché? Parce que l'erreur, la première qu'on peut faire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de marché, c'est juste une bonne idée, quelque chose dont nous, on a besoin, et en fait, dont les autres s'en moquent. Et donc, on investit, on met beaucoup de sous, on sort enfin le produit, et là, il n'intéresse personne, on fait du marketing, il n'y a personne qui écoute, et là, des boîtes ferment. Donc, comme c'est une raison assez forte de fermeture de société, déjà, je me pose la question, y a-t-il un marché? Ça passe par un business plan, mais ça passe surtout par le fait de le tester, ce marché, d'être allé voir ses principaux acteurs, de donner des chiffres. Je te parle, je ne sais pas, du nombre de parcs animaliers. S'il y en a 400, c'est un marché un peu limité. Ça veut dire que même si tu as 100% du marché, tu n'as que 400 clients. Sinon, je vais penser à d'autres choses et je vais voir un peu les chiffres. Je vais un peu challenger l'entrepreneur, l'entrepreneuse pour voir si cette réflexion a été menée. Ça va être la première chose. Ok, une fois qu'on a fait cette première chose de réflexion et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un marché pour créer son entreprise, parce qu'après, il va falloir passer à l'étape de création d'entreprise. Combien de temps ça prend en moyenne de créer son entreprise? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les étapes, tu sais, CABIS, comment ça se passe concrètement? Bien sûr. Alors, tu peux te dire, est-ce que tu commences en tant qu'auto-entrepreneur? Et là, en fait, tu n'as pas ton entreprise en tant que telle, tu n'as pas besoin d'un expert comptable, tu déclares ton chiffre d'affaires tous les mois, tu as un abattement forfaitaire et tu exerces comme ça. C'est simple, c'est facile, c'est pas inintéressant en termes d'impôts, mais c'est précaire et c'est pas optimisant. Donc déjà, je vais un peu tester ça pour voir si ça vaut le coup de lancer une boîte. À partir du moment où on lance une boîte, tu as 3 acteurs sur le marché. Tu vas avoir les créateurs en ligne, statut, probablement copier-coller, en tout cas souvent identique, peu de sur-mesure, pas cher. Le milieu de marché, dont je fais partie, dont font partie les experts comptables, mais sur lequel on va quand même mettre l'accent sur un conseil, sur dire quelle structure choisir, comment écrire tes statuts. Est-ce que tu anticipes de t'associer un jour? Tu es tout seul aujourd'hui, mais si demain tu t'associes, Très bonne question. est-ce que tu vas pas former tes statuts pour
cette future association, parce que sinon, il faudra tout refaire après. Et après, tu as les avocats, particulièrement les avocats en corporate, qui, eux, peuvent te créer des boîtes aussi. Ok, donc on commence par les statuts quand on crée une entreprise. Quand on crée une entreprise, on commence par la forme juridique, Tout à fait. SAS, SARL. SARL. Tu as des avantages, peut-être qu'on Bon, on y pourra... vient juste après. Ah bah tu vois, j'ai un Donc peu tu commences d'avance. par la forme juridique, Ouais, ensuite tu crées tes statuts, tu oui, déposes sûrement au de l'argent greffe. sur un compte aussi pour ouvrir le compte bancaire lié à Exact. Tu déposes l'entreprise. le capital Ouais, et après, passes toutes ces formalités au greffe. ouais, Et après, c'est les joies des échanges avec le greffe. C'est que parfois, la carte d'identité est un peu floue. Parfois, tu as des petits aspects techniques un peu relous. Et donc, c'est bien de passer par quelqu'un qui t'accompagne pour qu'en fait, tout ce process de choisir ta forme juridique, de bien rédiger tes statuts, de déposer ton capital et de déposer au greffe se fasse rapidement. Si tu es avec quelqu'un de rapide, ça peut mettre même 72 heures de créer une boîte. ok, S'il y a des aléas, la banque met du temps à déposer ton capital, il y a une erreur dans tes statuts qui font que les greffes te renvoient, les documents sont pas les mêmes, là, tu peux mettre 3 semaines, un mois. ok, donc ça peut être très très court comme très très long. Exactement. Ok, et sur le dépôt, sur tout ça, ainsi de suite, est-ce que toi tu as des conseils à donner? La plupart du temps, tu dis de se faire accompagner, et si tu veux le faire seul, le conseil que tu donnerais, c'est de se faire accompagner sur quelle mission précise? Plutôt sur les statuts, si je t'entends? La forme juridique. Ouais, la forme juridique. Ouais, parce que tu peux la transformer, mais elle t'engage à beaucoup de choses en début de parcours. Et rétro-pédaler, ça peut être très agréable. C'est quand même une information qui est accessible. Donc, première chose, la forme juridique. En second lieu, les statuts. Si tu ne te fais pas accompagner au début, tu as de fortes chances de devoir faire des modifications statutaires dès qu'il va se passer un truc dans ta boîte parce qu'ils seront mal faits. Et après, le dépôt au greffe, c'est beaucoup d'admin. Donc, c'est temps versus argent. C'est Ok, le problème de beaucoup de personnes. ok, bon, et après, quand tu as fait tout ça, tu as le cabis? Ah, ça y est. T'as le Cabis, cabis. numéro de sirette, et c'est parti. Ouais, et c'est parti. Tu Ok. peux y aller, tu peux entreprendre. Et après, quand tu as ton entreprise, ok, bon, tu as ton entreprise. On va parler des statuts très rapidement. C'est le sujet, il faut choisir ses statuts, Allez. c'est souvent le sujet qui arrive. Juste quand tu as ton entreprise, une fois que tu as ton entreprise, les déclarations fiscales, les déclarations comptables, est-ce que ça aussi on peut le faire seul ou la plupart du temps, il faut quand même un comptable pour tamponner? Légalement, le dirigeant peut le faire, mais il Ok, engage sa responsabilité. ok. Et comme il n'est pas forcément compétent pour, parce que ça La demande plupart quand du temps, même non. une Oui. certaine compétence, il peut s'engager à faire des bêtises. Et là, ça peut être pénal. Donc c'est pour ça qu'il mandate un expert comptable Ok, pour que l'expert, avec sa compétence, puisse prendre cette responsabilité et faire les choses correctement. ok. Bon, mais la réponse est claire. Parce que par exemple, pour faire un achat immobilier en France, on est encore obligé de passer par un notaire aujourd'hui. Obligatoirement. Et ça, c'est C'est légal. vrai. Alors que dans certains métiers, on peut encore faire seul. Je le conseille pas du tout, hein. Pour la partie bilan, et même moi, à titre perso, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je connais un peu tout ce qui est bilan, compte de résultats, ainsi de suite. Je ne fais pas mon compte de résultats tout seul et mon bilan tout seul, hein. D'ailleurs, je dis toujours aux entrepreneurs, focusez-vous sur votre business et déléguez les autres parties qui ne sont pas votre business. Parce que si vous déléguez cette partie-là, vous allez faire plus d'argent dans votre business de l'autre côté, parce que vous aurez plus de temps à y consacrer. Pour le choix des statuts, on va enlever l'auto-entreprise. Je rappelle, l'auto-entreprise, entreprise individuelle. On peut avoir la micro-entreprise avec les fameux abattements que tu as évoqués si on ne dépasse pas certains seuils. On va Ouais. parler des statuts entre SAS et SARL. Comment toi, tu arrives à orienter tes clients entre la SAS et la SARL? Qu'est-ce qui fait la différence quand tu les orientes? Je leur pose plusieurs questions. Ok, Est-ce qu'ils vont se rémunérer? Tu vois, en SAS, en fait, quand tu te rémunères pas, tu payes pas de charge sociale. En SARL, tu payes un minimum. Donc déjà, quelqu'un qui est au chômage pendant une certaine durée, il sait qu'il va pas se rémunérer, donc il y a quand même un intérêt à la SAS. Ensuite, je pose la question de la forme de la rémunération. Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de se rémunérer régulièrement? Ça veut dire à périodicité fixe, quelqu'un qui a un loyer à payer, etc. Ou quelqu'un qui peut ne pas se payer et prendre l'excédent sur la survaleur de la boîte par le biais des dividendes. Les dividendes sont plus avantageux en SAS plutôt qu'en SARL. Donc, tu vas avoir aussi la protection sociale. La protection sociale, parce que le statut social en SAS, c'est celui des assimilés salariés. En SARL, c'est celui des TNS, travailleurs non salariés. Mais, TNS, ça coûte moins cher. Petit tips, tu prends ton net, tu fais à peu près x 42%, tu as le coût total pour ta boîte quand tu es en SARL. Autre petit tips, pour la SAS, tu fais la même chose, le net, mais là, tu fais x 75%. Donc en fait, ça coûte beaucoup plus cher de se rémunérer en SAS. En revanche, tu as une meilleure protection sociale. Tu as aussi des bulletins de salaire. Tu peux te retrouver à avoir besoin de bulletins pour ta banque, dans le cas d'un achat immobilier. Donc il y a un statut qui est plus ajustable, celui de la SARL, mais qui est à moins de charges sociales et un peu plus de précarité.
Et toi, la plupart du temps, si tu devais faire le choix aujourd'hui avec le système de retraite en France, effectivement, tu dis que c'est une meilleure protection sociale, l'assimilé salarié. Aujourd'hui, je rappelle que dans cette protection sociale, il y a aussi les cotisations retraite. Quand je vois le système français actuellement qui part plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire en faillite, c'est-à-dire qu'il a le droit d'emprunter et de ne jamais rembourser, Oui, de notre côté, en tant qu'entrepreneur, on doit quand même se poser la question de donner les cotisations sociales à cet État français pour absolument. sa propre retraite. Et donc de Absolument. peut-être réfléchir à penser à soi-même aussi à un moment, Oui, de manière ultra personnelle. Mais c'est pas parce qu'on cotise à 45%, je le rappelle aussi, qu'on cotise uniquement pour soi. On oui, cotise aussi pour les autres sur les 45%. Mais donc il y a quand même 30% d'écart. oui. Ces 30 points, ils sont quand même importants dans la rémunération Ah d'un dirigeant. dans un flux financier, oui, ils sont importants. C'est de la Ouais. trésor. Et toi, aujourd'hui, quand tu accompagnes tes entrepreneurs, ils te disent quoi par rapport à la protection sociale et par rapport à la protection retraite? On sait aussi que certaines personnes ont besoin d'être en SAS pour se protéger au niveau de la santé. Hmm. Ils doivent être là-dedans. Mais est-ce que la plupart des entrepreneurs vont faire le choix de la SARL ou plutôt le choix de la SAS, dans ton expérience? Honnêtement, de mon expérience, donc je ne peux pas te dire si elle est Ouais, représentative, tu vois, du milieu entrepreneurial, mais pour en voir quand même pas mal, ils choisissent plus la SARL. Et en plus, je le présente un peu de la façon dont tu l'as présenté. Parce que ce qui est important aussi quand tu crées ta boîte, c'est la philosophie qu'il y a derrière. ouais. C'est quel type d'entrepreneur tu es et quel rapport au risque tu as. Et donc, en fait, moi, je vais beaucoup parler aux entrepreneurs par ce biais-là, parce que je ne vais pas avoir le même accompagnement selon le rapport au risque ou la typologie d'entrepreneur que j'ai en face de moi. Moi, mon but, et je lui ai prêté serment, c'est de respecter, faire respecter les lois et les règlements. Et après, c'est de générer du conseil. Et un conseil n'est bon que quand tu t'adaptes à ton client. Donc, un client qui est un peu joueur, qui s'en fiche, qui dit bah non, je prends un Mac, je verrai, je passe par d'autres biais, etc. Tant qu'il respecte la loi, je vais le soutenir. Un autre qui est très prudent, qui veut laisser beaucoup de trésor sur son compte en banque, qui a toujours peur de perdre de l'argent et qui se laisse, si tu veux, un mois de trésor, ben, je vais aussi l'accompagner en essayant de le challenger parce que financièrement, il peut y perdre. Donc, pour te répondre, plus généralement, les gens tournent vers la SARL parce qu'ils mettent en avant le taux de charge sociale plus faible que tu peux trouver en SAS. Ok. De ton côté, bah, du coup, quand il y a le choix qui est fait, bah, déjà, il faut rappeler aux gens aussi que c'est pas forcément un choix définitif et que Hmm. c'est possible de modifier. Combien de temps ça prend de modifier les statuts? Combien ça coûte en moyenne? Parce que c'est des questions qu'on nous pose tous les jours. Ok. Bah, en fait, tu vas transformer la forme juridique de ta société. Donc, si tu es SAS, tu vas devenir SARL. Si tu es SARL, tu vas devenir SAS. Ça peut, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as des diligences juridiques. Tu peux avoir l'intervention d'un commissaire aux comptes. Bon, ça, Ok. c'est un peu plus complexe. Ça dépend de ta forme, ça dépend de pas mal de choses. Et tu as des formalités juridiques. Ça peut coûter. Et tu refais aussi tous tes statuts. Donc, typiquement, une SAS, les titres sont des actions. Une SARL, les titres sont des parts sociales. Donc, même ça, bah, si tu veux, ça n'a pas le même nom. Donc, tu peux trouver à refaire les statuts et tu peux t'en sortir pour. C'est difficile parce que le marché est tellement vague en fonction du niveau de compétence que tu vas avoir en face, mais je sais pas, je te dirais 1005 par là, 1500 en moyenne, c'est 1500. Et à peu près. donc, c'est pas définitif. C'est aussi pour rassurer les entrepreneurs qui sont trompés au départ. Vous pouvez changer de statut et puis être mieux accompagné par la suite sur la partie stratégie de rémunération Et notamment. c'est parfois même une stratégie de se dire plus tard je transformerai, de savoir qu'on a un modèle où il est plus avantageux sur Par une rapport au chômage période. notamment. Voilà, d'être en SAS. On n'a pas de visibilité, hein, parce qu'il faut pas tomber non plus dans l'optimisation fiscale, mais dans sa partie illégale, donc dans l'abus de droit. Il ne faut pas utiliser une disposition fiscale seulement pour son intérêt fiscal. Il faut qu'elle aille quand même de pair avec un contexte. Mais ceci étant dit, tu peux avoir une stratégie où une partie, tu as cette forme juridique, parce qu'elle va de pair avec ta stratégie, avec l'intérêt de ton entreprise, et après, tu changes. De toute façon, si la possibilité existe juridiquement, c'est qu'elle est OK au regard de la loi. Ok. Bon, bah, très intéressant par rapport à ça. Sur la rémunération, je vais revenir sur un point que tu as abordé, sur la partie dividende. On dit souvent effectivement que les dividendes en SARL se font massacrer fiscalement et socialement quand ça dépasse 10% du capital social. Je voudrais juste revenir là-dessus. On est d'accord quand même qu'à un niveau de rémunération qui est très très conséquent, les dividendes en SARL peuvent être aussi avantageux. À un niveau de rémunération, j'insiste, très conséquent, plus de 4 fois le pass et ainsi de suite, on y va. Les dividendes peuvent redevenir intéressants même si on est au-delà du 10% de capital social. Absolument. La stratégie d'optimisation rémunération versus dividende est assez complexe. Il y a 2 semaines, j'étais même au téléphone avec
bon, je ne fais pas de la pub, je n'ai pas testé son outil, mais avec un outil spécialisé dans le domaine qui tient compte, si tu veux, de toutes les variables que tu peux avoir au niveau de l'évolution des taux des cotisations sociales. Exceptionnel, Donc, du coup. voilà. Donc, ce n'est pas arrêté. Mais si on est sur la partie création d'entreprise où tu vas avoir des rémunérations qui sont assez basses, tu vas taxer sur ces généralités. En revanche, quand tu commences à être plus aguerri en entrepreneuriat et que tu es vraiment dans un juste équilibre pour payer le juste impôt par rapport à une juste rémunération, là, il n'y a pas forcément d'évidence, et notamment dans les grosses REM, je te rejoins tout à fait. Ok, mais ce qui me plaît avec toi en tant qu'expert comptable, c'est que tu as cette partie conseil que Mm. peu d'experts comptables ont auprès de leurs clients aujourd'hui, qu'on soit honnête. Moi, je trouve qu'il y a peu d'experts comptables qui prennent le temps avec leurs clients de leur dire exactement ressens combien ils ça? doivent se rémunérer. Ah ouais, totalement. Ok. Totalement. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup de personnes qui viennent nous contacter Ouais. pour nous dire, bah voilà, j'ai envie de faire une stratégie de rémunération, ainsi de suite. Et ils n'ont pas eu forcément toutes les explications que tu es en train de donner. Donc, ça fait aussi plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Je prends Parce le que temps ça me avec rassure toi. sur le métier de l'expert comptable. Ah, ça me fait Par rapport plaisir. à ça. Mais sur la rémunération, c'est toute une stratégie au final d'optimisation. Est-ce que tu peux Ah oui. refaire le point sur les dividendes, la différence entre SARL et SAS, la différence de fiscalité notamment? Ok. En fait, en SAS, quand tu distribues des dividendes, tu as deux options d'imposition. Tu peux soit être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, ce qui n'est pas le plus fréquent, pas le plus Ouais. connu, soit tu as ce qu'on appelle la flat tax, qui est, si tu prends toute l'enveloppe, de 30%. Et donc, en SAS, si tu veux, tu sais que si tu vas vers cette flat tax, tu fais un peu une simulation en voyant le barème progressif, en voyant la flat tax, Tout à fait. tu sais que tu vas aller et que tu vas payer 30%. Tu payes ces 30%, le reste est dans ta poche, histoire réglée, pas de sujet. La SARL, c'est plus compliqué. En fait, au-delà de 10% du capital social dans le cadre de la distribution de dividendes, tu vas payer des cotisations sociales sur la partie supérieure. Donc là, c'est pour ça qu'on dit qu'il est plus cher en SARL au niveau de la fiscalité, mais surtout au niveau des cotisations sociales, de se verser des dividendes. Donc c'est pour ça que tu as un peu ces deux modèles. Ok, et c'est pour ça qu'à chaque fois on dit si on va en SAS, on va faire beaucoup de dividendes et peu de rémunération, et si on va en SARL, on va faire beaucoup de rémunération et peu de dividendes. C'est Et souvent après- en tout cas la conclusion que peuvent donner beaucoup d'entrepreneurs, qui est souvent fausse. Je préfère le rappeler, c'est pas forcément la vérité pour tout le monde. Et on rappelle que tu ne cotises pas à la retraite quand tu distribues des dividendes. Tout à fait. Donc tu as aussi parfois le modèle je me paye un salaire minimum, comme ça je valide mes trimestres de retraite au cas où ça sert à quelque chose, selon beaucoup. Et après, tu fais une distribution de dividendes. Il y a une partie aussi précaire dans la distribution de dividendes, aussi potentiellement auprès des banques. Une banque, quand elle ne voit pas une rémunération sur le long terme, et elle, son but, c'est de s'assurer que la personne a les capacités de remboursement. Donc tu peux avoir aussi des sujets par rapport à ça, où il y a vraiment une vision globale, une vision financière, une vision non financière, charge mentale. Bah, l'idée d'une rémunération, à mon sens, juste financière, c'est de se verser la juste rémunération. Comme ça, tu vas payer le juste impôt sur le revenu. Mais certaines personnes, et ce que je peux 1000 fois comprendre, ont besoin de se verser un peu plus, juste pour se dire, voilà, la trésor est sur mon compte, quand bien même je paye un peu de l'impôt par avance, ben, j'y ai accès rapidement. Alors que quand tu es en TNS, Ouais. c'est un virement que tu peux Un faire. virement. Mais c'est difficile d'être toujours short comme ça. Le biais quand on sait psychologique, que- ouais. Voilà, quand on sait que sa société. Donc c'est aussi ça notre boulot en tant qu'expert comptable, c'est d'avoir un œil sur les chiffres, sur la partie financière, mais c'est aussi et surtout d'être empathique, de comprendre que tout le monde n'a pas le même rapport au risque, Tout à fait. que tout le monde n'est pas dans la logique, mais notre boulot, c'est de les faire aller vers la logique tout en considérant pleinement ce qui les rassure mentalement et de satisfaire un client. Ouais. Dernier point sur la partie charge sociale, charge salariale, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on comprenne quand même qu'il y a une grande différence entre la SAS et la SARL là-dessus. On paye quoi là-dedans concrètement? J'ai dit qu'on payait pour les cotisations retraite, oui, mais il y a quoi d'autre? Tu as l'URSSAF, Ouais, la prévoyance, ouais. donc si tu te casses une jambe, etc. Tu peux même rajouter des complémentaires, on n'en ouais, a pas parlé. effectivement. Mutuelle prévoyance, ouais. Donc ça, probablement que c'est aussi ton sujet. Ouais. Mais en tout cas, tu peux rajouter des complémentaires qui peuvent être intéressants. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui est fait en SARL. C'est que c'est plus précaire, c'est que tes Exactement. cotisations sont plus précaires et pour autant, tu combles par une partie complémentaire, un peu plus sur mesure. Ouais, c'est vrai que tu peux faire plus du sur-mesure que dans l'assimilé salarié où au final tu es dans une masse et donc tu cotises pour la même chose pour tout le monde. Exactement. Ok. Sur la partie cotisation, choix salaire, dividende, c'est vraiment un choix qui est stratégique en début d'activité, la SAS ou la SARL. Vraiment, je vous recommande de prendre conseil
auprès d'un conseiller en gestion de patrimoine ou auprès d'un expert comptable, mais de prendre conseil, honnêtement, auprès de personnes qui sont capables de vous donner du conseil, qui ont la capacité juridique et morale à le faire. Dernier point, sur la partie société, moi j'avais une question aussi sur les erreurs que tu vois le plus fréquemment. Est-ce que tu en vois? Moi, par exemple, j'en vois souvent une. Je ne sais pas si tu la vois. Les personnes qui me disent, je me verse 100% en dividendes, c'est la meilleure stratégie au monde. Mais je leur dis tous, mais vous faites une énorme connerie. Pour 100 000 euros de budget, entre la SAS et la SARL, mais choisissez la SARL, vous cotisez pour votre retraite et vous avez plus en net dans votre poche pour 100 000 euros. Oui. Par contre, pour 500 000 ou 1 million, c'est différent. Mais pour 100 000 euros, les entrepreneurs qui me disent ça, parce qu'ils ont entendu dire que la SAS et la flat tax, c'était trop bien. Mais toi, est-ce que tu en vois d'autres? Tu l'as un peu dit, c'est écouter les copains. Ouais. Enfin, pas écouter les copains, mais penser que sa situation est la même que celui de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse d'à côté. En fait, il y a plein de subtilités, d'impératifs liés à la rémunération qui vont être différents entre les personnes. Pourquoi? Parce que ça mêle la situation d'une entreprise et ça mêle ta situation perso. Exactement. Donc, que t'aies des enfants, que tu aies un emprunt à faire, que ta société soit en excédent, qu'elle ait capitaux propres déficitaires, donc elle n'a pas de bénéfices distribuables, donc elle ne peut pas te donner de dividendes. Plein de choses. Ce qui me fait parfois prendre plus de temps et une grosse erreur que je vois, c'est de penser qu'on est dans la même situation que les copains et de penser que le système est si simple. Non, il y a des critères, il y a des besoins. L'idée, c'est de mettre face aux besoins les meilleures structures y répondant le plus. Donc ça, c'est une première erreur que je vois. En termes de rémunération, c'est un peu parfois confondre les deux régimes. Ouais. On est en SAS, on retire quand on a besoin et on ne signale pas en cotisation sociale. Ah oui. Tandis que le régime des cotisations sociales, ça ne va pas être le même et la déclaration n'est pas la même. Erreur aussi en SARL. Bon, le système des TNS n'est pas forcément simple à saisir, mais en fait, l'idée, c'est que l'administration ne connaît ta rémunération que l'année suivante, quand tu la déclares à l'impôt sur le revenu. Donc, que tu retires la première année 1 euro ou 1 million d'euros, ils vont te mettre des cotisations minimales. Sauf que si tu as retiré en REM 1 million d'euros, quand ils vont connaître ta REM, Voilà, oui. là, tu vas avoir horrible massacre. un massacre de cotisations sociales. D'où les entrepreneurs qui disent d'une année sur l'autre, je dois rattraper l'année d'avant. Exactement, la fameuse régule. Et après, tu reçois 2 docs, la régule, Alors qu'il ne l'approvisionnel. devrait pas y avoir de régule. Parce que si on met à jour normalement sur le dossier URSSAF, ça doit le faire. Exactement, et ça s'appelle un revenu estimé. Ok. Et c'est la réponse face à cette problématique, c'est le revenu estimé, c'est de déclarer à l'URSSAF à partir du moment où tu peux prévoir ta rémunération, c'est de dire j'estime que je vais prendre tant. Et là, l'URSSAF adapte ses cotisations, ils mettent un peu de temps, mais ils adaptent leurs cotisations pour que ce soit au plus juste. Et dernier... Tiens, sur cette question-là, Ouais. précise, puisque ça va nous arriver en fin d'année, nous on va modifier nos rémunérations en tant que gérant. De notre côté, est-ce qu'on doit le faire en décembre ou en janvier, cette modification? Si on l'a fait en décembre, ça prendra en compte pour janvier, ou si on l'a fait en décembre, ils vont se dire, oulala, c'est pour 2025, on doit tout rattraper. Comment ils vont faire? Franchement, l'URSSAF, toi et ta chance. J'ai tout vu. Je préfère te dire, j'ai pas de réponse fiable à donner parce qu'elle n'est pas en tout cas, entre ça mes changera mains. pas grand-chose, on sera pas trop en retard. Non, Voilà. tu seras pas tellement en retard parce que l'idée, l'inconvénient de ça, c'est le jour où tu sors ta trésor. Donc que tu sortes entre décembre et janvier, ça va. Il n'y a pas un grand écart. Le problème, c'est quand tu crées une boîte, tu es au minimum forfaitaire, tu as pris énormément de rémunération. Et tu l'as pas Et dit. quand tu as ta régule, comme tu l'as pas dit, elle est très importante. L'autre type, ce que tu peux faire, si tu n'es pas à l'aise avec le revenu estimé, parce que ça t'embête que ce soit sur leur compte trop tôt et pas sur ton compte, ce qui est aussi le cas, et bon, ça peut être utile autrement, c'est de créer un second compte bancaire sur lequel, en fait, tu mets une automatisation ou au moins un rappel, t'as pas forcément besoin de faire compliqué, de te dire, dès que tu te retrouves à retirer 1 000 euros, eh ben, tu mets 450 sur cet autre compte. Tu vois, tu as des banques en ligne ou même des banques tradis qui permettent de créer 2 comptes. Et là, en fait, tu mets de côté tes cotisations sociales. Mais de toute façon, ça, c'est un problème un peu récurrent sur tous les impôts. Que ce soit l'impôt sur le revenu ou même l'impôt sur les sociétés pour les entreprises. Et la TVA. L'impôt sur les sociétés et la TVA. L'impôt Ouais. sur les sociétés, c'est aussi horrible, ça. Hein. Ah oui, Parce que oui. c'est une année où on a fait 200 000 euros de bénéfices, ils continuent à faire comme si on allait faire 200 000 l'année suivante. Sauf qu'on peut peut-être très bien faire 1 million comme 100 000. Et Voilà. donc, se taper une régule cette fois-ci qui tombe en mai. Sachez-le. Exactement. Pour l'IS, c'est en mai que ça peut faire mal. C'est tout à fait ça. Et je vous le souhaite que ça fasse mal. Ça veut dire que vous avez fait des bénéfices. C'est vrai, c'est vrai. La Voilà. nouvelle, un peu douloureuse sur le moment, serait bonne par la suite. Mais avec un bon accompagnement par un expert comptable, il va anticiper ses points lors des échanges avec le client. Ouais, mais c'est important. C'est important l'accompagnement aujourd'hui. Le conseil vaut de l'or, c'est ce que je dis moi. Et ça a un prix. Ça a un prix. Ah, mais je suis totalement d'accord. Parce que honnêtement, pour juste
juste recontextualiser par rapport aux confrères. Souvent, on n'a pas le temps, mais on n'a pas le temps aussi parce que les budgets par rapport à la concurrence sont tirés à la baisse. C'est vrai. Et donc, en fait, c'est un temps rémunéré. Donc, si un client souhaite un budget extrêmement limité, ce qui se comprend totalement par rapport à des besoins, forcément, son accompagnement sera un peu limité parce que l'expert ne peut pas travailler du temps gratuit. Donc, comme tu dis, parfois, ça vaut de l'or et c'est plus un centre de profit que de coût. Bon, je vais te laisser la main sur la dernière question que je pose à tous les invités. Mhm. Si tu avais 1 ou 2 conseils à donner sur ce choix de statut et sur la création d'entreprise, est-ce que tu en as 1 ou 2 qui te reviennent directement? Là, à part ceux que je t'ai donnés, c'est vraiment l'insistance sur se faire accompagner Ok, et sur avoir en tête le fait que c'est un investissement, c'est pas une charge. c'est pas une dépense. Non, parce que en fait, le temps que tu mets et les sous que tu mets à corriger tes erreurs ultérieurement te font perdre le focus sur ton business. Exactement. Parce que là, t'es pollué, parce qu'avant de dormir, tu te dis, mais alors ça va me coûter combien? Mais alors il va se passer quoi? Parce qu'après, t'es tendu. Et ton business, t'es pas là à aller chercher des clients, à développer ton acquisition et à faire plein de choses. Donc, c'est aussi un investissement, parce que si c'est limité aujourd'hui, ce sera corrigé demain. Et ça, faut l'avoir en tête. Merci beaucoup Laura, merci pour ton intervention. Merci à toi. Et merci également à vous qui nous écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux, 2026 commence vraiment à 200 à l'heure. Donc merci à vous, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas également à mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. On a besoin de vous pour continuer à avoir des experts sur l'art de la gestion patrimoniale et financière.